La machine de guerre américaine. Cette machine existe juste pour se nourrir elle-même. Elle a essayé pendant 40 jours de tout détruire. Ça n'a pas marché. Parce que, eh bien, devinez quoi? C'est un pays 4 ou 5 fois plus grand que l'Irak. Et cette guerre désastreuse, stupide, où nous avions, soit dit en passant, des centaines de milliers de soldats au sol. Aujourd'hui, on n'en a plus aucun. Alors on essaye de le faire uniquement par les airs. Et il se trouve que ça n'a pas marché non plus. Quelle surprise, n'est-ce pas? Et surtout, bien plus important encore, c'est que le camp iranien avait vu ce qu'on avait fait à l'Irak et à tout un tas d'autres pays. Ils ont passé 20 ans à construire un système complexe fait de ces usines de missiles souterraines et de ces villes de missiles dont on a déjà parlé plusieurs fois. Ce réseau est littéralement à l'abri de toutes les technologies et de toutes les armes dont nous disposons aujourd'hui. Et ils ont étendu tout ça à travers le pays. Alors, on a fini par confirmer ce que la logique nous disait déjà. On ne résoudra pas ce problème en 40 jours, ni même en 400. Ça ne changerait rien. On aurait épuisé nos missiles bien avant, mais il fallait qu'on s'en rende compte par nous-mêmes. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, nos stocks d'armes sont très bas, et ça s'ajoute à tout ce qu'on a déjà fourni à l'Ukraine et à Israël depuis 2 ans et demi. Alors on s'est dit, bon, d'accord, essayons un blocus. On va simplement les forcer à obéir. Peut-être que le président Trump s'est dit qu'on pourrait prendre leur pétrole et qu'on les affamerait jusqu'à ce qu'ils capitulent. Souvenez-vous, plus tôt il avait dit « Je choisirai le nouveau guide suprême ». C'était évidemment insensé. Mais bon, il l'a fait aussi. Quelle surprise. Et ça a échoué encore une fois. Ensuite, il y a eu le blocus. Lui aussi a échoué, parce que quelle surprise, il a eu des effets de retour sur nous. Quand le pétrole est bloqué du côté iranien, il est aussi bloqué par le côté iranien qu'on voulait justement atteindre. Et ça influence le prix mondial du pétrole et l'approvisionnement mondial en pétrole. Plus précisément, ça fait grimper les prix partout ailleurs et ça retire du marché certaines choses. Des choses qui vont encore poser problème, mais dont on n'a pas encore vu toute l'ampleur. Ce n'est pas encore complètement visible. Certaines de ces difficultés vont apparaître pendant la saison des récoltes, puis l'an prochain, avec déjà des soucis sur les engrais, l'hélium, l'aluminium, le soufre et toutes sortes d'autres dérivés. Tout ça continue, parce qu'après l'échec du blocus, on est passé au protocole d'accord. On a essayé de régler le problème comme ça, et ça aurait pu marcher. Voilà pourquoi je dis que c'est la machine de guerre. Parce que ça allait fonctionner. L'accord devait permettre de rouvrir le détroit d'Ormuz. Il offrait une voie pour mettre fin au conflit, ou du moins pour revenir à un certain niveau de stabilité, où chacun aurait pu avancer, même de façon fragile, si on l'avait appliqué selon les termes que le président Trump avait signés. Mais bien sûr, il n'avait aucune intention de le signer réellement. Je vous montre toute cette chronologie-là sur les derniers jours. En une semaine à peine, on avait déjà modifié les termes sur les points les plus cruciaux, les 2 plus importants, le paragraphe 1 et le paragraphe 5. Le premier disait qu'Israël devait se retirer complètement du Liban pendant cette guerre. Or, ils n'ont ni l'intention ni l'envie de le faire. Je vous ai montré ce qu'a déclaré la partie israélienne. Il n'y a même pas la moindre possibilité que ça arrive. Le paragraphe numéro 5, celui qui compte le plus pour nous, concernait la libre circulation du pétrole, du gaz et d'autres produits dérivés à l'intérieur et à l'extérieur du Golfe. On est revenu là-dessus parce qu'on a commencé à changer les termes en quelques jours, 7 jours pour être précis. C'est à ce moment-là que ça a éclaté au grand jour, dans les gros titres. Peut-être que ça avait commencé avant, mais c'est là que ça s'est vu. Et aujourd'hui, on en est au point où, clairement, on ne voulait pas en arriver là.
Et donc, on a commencé quand l'Iran a fait ce qui est logique. On n'est pas obligé d'aimer ça, mais c'est logique. Si on signe un accord qui dit qu'ils ont le contrôle sur la manière dont l'administration décide de procéder et qu'on leur donne un délai de 30 jours pour trouver comment rouvrir le détroit en toute sécurité, ça veut dire qu'ils décident de la façon dont le détroit est rouvert et qu'ils ont 30 jours pour le faire. Mais non, on a changé les règles après 5 ou 7 jours. Et quand ils n'ont pas aimé le résultat, ils ont saisi 2 navires qui passaient en violation des règles qu'ils avaient, des règles qu'on leur avait données et de l'autorité qu'on leur avait confiée. Alors là, ils disent, « et si on ne faisait pas ça? Et si on le fait quand même, il y aura des conséquences. » Ils nous avaient prévenus. Apparemment, ils ont tiré des coups de semonce, puis ils ont commencé à attaquer le navire le 25 juin, je crois. Donc, entre le 17 et le 25, c'est là que la phase vraiment militaire a commencé. On a commencé à riposter, et nous voilà aujourd'hui. On en est, je crois, au 9e jour consécutif d'attaques des États-Unis, qui ont commencé, si je ne me trompe pas, le 7 juillet. Le protocole d'accord est mort du côté du président Trump, le cessez-le-feu est mort du côté du président Trump, et le protocole d'accord est mort du côté iranien. Le cessez-le-feu est mort du côté iranien. Donc peu importe comment on regarde la situation, il n'y a plus de négociations, il n'y a plus de voie diplomatique, il n'y a pas non plus de solution militaire, malgré ce que disent des gens comme le général King, le général Kellogg, Mike Pompeo ou encore d'autres. Tous ces types qui se sont engagés, comme l'amiral Howard récemment, qui a voulu se lancer dans la course. Tout le monde dit « terminer le travail », mais il n'y a pas de « terminer le travail ». Vous l'avez vu ces derniers jours. On s'est vanté du fait que le président Trump avait fait monter la pression, qu'il avait commencé à frapper des ponts, des sources d'énergie, des réseaux électriques, des tunnels, et ainsi de suite. Des choses, disait-il, qui étaient essentielles pour Bandar Abbas. Et on vous l'a montré en quelques heures. Vraiment quelques heures, pas même des jours. Ils ont construit une déviation. Ils ont simplement contourné le pont détruit. Ils ont amené des chargeuses, des camions-bennes ordinaires, tout le matériel de terrassement. Ils ont rouvert le tunnel, je crois, 10 heures plus tard. Donc ça n'a même pas d'effet là-bas. Ce que j'ai vu ce matin, c'est qu'il y a de longues files d'attente pour l'essence dans les zones autour de Bandar Abbas à cause des frappes qu'on mène. C'est une perturbation agaçante. Voilà tout. Et ils trouveront bien un moyen de contourner ça, comme tout le monde le fait. C'est simplement comme ça que la guerre fonctionne. Et puisqu'il n'y a pas de voie diplomatique, on est forcé d'en tirer une de 2 conclusions, je pense, essentiellement. La première possibilité, c'est que notre administration soit incompétente à un niveau que personne n'aurait imaginé. Même moi, je ne pensais pas qu'ils pouvaient l'être à ce point. Qu'ils en arrivent littéralement à déclencher une guerre, sans savoir comment la terminer, sans savoir quoi faire ensuite, et qu'ils continuent simplement à lancer des missiles chaque jour. Vraiment les lancer. Ça, c'est une option, qu'ils soient profondément incompétents. L'autre option, c'est qu'ils ne le soient pas, qu'ils soient peut-être immoraux ou contraires à l'éthique, mais que tout cela fasse partie d'un plan. Peut-être que l'idée, c'est simplement de faire durer la guerre. Mais là, évidemment, ça pose de gros problèmes, et ça me ramène un peu vers l'hypothèse de l'incompétence, parce que tout ça a des conséquences. Alors voyons si j'ai bien ça sous les yeux. Regardez ici. En haut, vous avez le détroit d'Ormuz et en bas de l'écran, le détroit de Bab el-Mandeb. En ce moment, le détroit est fermé. Et si on poursuit, la partie iranienne a déclaré, et ça pourrait arriver dès cette semaine, qu'ils allaient dire « Eh bien, vous savez quoi, on va ajouter Bab el-Mandeb à la liste. » Et ça va poser encore plus de problèmes pour l'approvisionnement énergétique américain. En fait, pas seulement américain, mais mondial.
Ça va continuer d'aggraver la situation pour les engrais, pour l'hélium, pour l'aluminium, pour l'acide sulfurique. Tous ces éléments indispensables à l'économie mondiale. Bien plus que ça, le diesel, le carburant pour les avions, tout ça c'est au cœur de la région du Golfe. Et aujourd'hui, tout ça est soit fortement réduit, soit complètement bloqué. Et pourtant, on en est là. Il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de voie diplomatique, il n'y a pas non plus de solution militaire. Et malgré tout, chaque jour, on continue à tirer des missiles. L'Iran en renvoie d'autres. On a tué des soldats iraniens. Ils ont tué des soldats américains. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est intéressant, c'est que le président Trump, après les informations d'hier venant de plusieurs médias, serait furieux parce que ça aurait franchi une ligne rouge de Trump et qu'il s'apprêterait à déchaîner l'enfer. Vous vous souvenez peut-être, vous avez peut-être vu certains de ces gros titres. Et au final, c'était juste une autre de ces soirées. Rien de spécial. Trump, lui, n'a fait aucun commentaire, du moins au moment où je suis arrivé à l'antenne. Il n'avait encore rien dit, à part qu'il fallait imposer plus de sanctions à l'Iran. C'est ce qu'il faut faire, selon lui. C'est ce que Lindsey Graham voudrait. C'est ce qu'il a dit. Mais rien sur une soi-disant catastrophe. Rien de tout ça. C'était juste une autre frappe. L'Iran, de son côté, a un peu réagi en mode « C'est tout? D'accord. » Donc on peut supposer qu'ils vont lancer leur contre-attaque plus tard dans la journée, si ce n'est pas déjà fait. Mais il n'y a aucune voie à suivre ici. Personne ne veut même parler de diplomatie. Et dans ces conditions, on ne peut pas résoudre le problème. Alors, où est-ce que ça nous laisse? Eh bien, ça nous laisse avec une guerre en pilotage automatique. Mais voilà le problème. Celle-là ne peut pas rester en pilotage automatique indéfiniment, parce qu'il y a d'autres vents contraires aussi, et peut-être pas ceux auxquels vous pensez. Laissez-moi juste vous en montrer quelques-uns. Cet article vient du Wall Street Journal. La dette publique américaine vient d'atteindre un nouveau record historique, 39 500 milliards de dollars. Elle atteindra 40 000 milliards dans quelques mois. 42% de tous les impôts sur le revenu servent aujourd'hui à payer les intérêts de la dette nationale. Réfléchissez à ça une seconde. 42% de tout ce que nous encaissons en impôts, tous ces impôts que vous payez, que vous détestez payer chaque mois, servent uniquement à rembourser les intérêts de la dette. La dette, elle, n'est jamais réduite. Quand les obligations arrivent à échéance, le gouvernement les refinance au taux plus élevé du moment, ce qui augmente les intérêts qu'il doit payer. Cela fait grimper ce pourcentage au-dessus de 42%. Dans les 12 prochains mois, environ 9 000 milliards de dollars de dette publique américaine vont arriver à échéance. Le Trésor américain devra donc refinancer ces 9 000 milliards et en plus, il devra vendre plus de 2 000 milliards de dollars d'obligations supplémentaires pour couvrir le déficit budgétaire. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. À un moment donné, c'est en gros un système de Ponzi. Vous le voyez bien, non? C'est pratiquement un système de Ponzi. Et il y a d'autres éléments aussi. Regardez celui-ci. Ça, c'était au niveau national. Maintenant, voyons ce qui se passe au niveau individuel. Parce que là aussi, c'est un vrai problème. Ça touche vraiment les gens ici. Les plus riches, vous voyez combien ils sont? 0,1% des Américains détiennent aujourd'hui une richesse équivalente à 12% du revenu national. C'est l'écart le plus large jamais enregistré. Vous voyez ce qui se passe là, sous nos yeux? Pendant que la dette nationale augmente, que le fardeau pour les Américains s'alourdit, que le prix de l'essence monte, que le prix du carburant, kérosène, diesel, essence, tout grimpe aussi, eh bien, forcément, tout le reste suit. Les prix sur Amazon augmentent. Ce que vous commandez coûte plus cher. Les courses deviennent plus chères. Absolument tout augmente.
Mais regardez qui ne semble pas avoir de problème. Cette élite ultra riche. Eux, ils s'en sortent très bien. Une toute petite poignée de foyers qui détiennent une part de richesse encore plus grande que celle des barons voleurs du début des années 1900. C'est fou. Ça montre bien que les gens qui dirigent la guerre, ceux qui prennent les décisions, et bien sûr ceux qui influencent le président Trump, eh bien, il est entouré presque exclusivement de l'élite ultra riche. Pas juste des gens aisés, mais vraiment l'élite des ultra riches. Tous ces chiffres, tous ces zéros, et au bout du compte, il y a un seul un, et c'est eux qui contrôlent la grande majorité de tout ça. Je crois que j'ai aussi vu dans ce même article que la moitié inférieure des Américains, donc les 50% des foyers les moins riches, en tout, ça représente environ 160 millions de personnes, ne possèdent que 2,5% de la richesse du pays. Ça veut dire que l'immense majorité d'entre nous paye littéralement le prix de ces guerres. Pendant ce temps, ceux qui sont tout en haut de la pyramide, ce sont eux qui s'enrichissent, qui gagnent de l'argent à l'appel. Donc oui, ils ont tout intérêt à ce que tout ça continue, cette histoire de dette nationale. Tu crois qu'ils s'en soucient? Quand cette espèce de système de Ponzi finira par s'effondrer, tellement il sera devenu instable et qu'il s'écroulera sur tout le monde? Non, ils s'en fichent complètement. Ils diront juste, « Ok, peu importe. J'irai en Europe, en Asie, n'importe où. » Parce qu'ils ont tout l'argent du monde, ils peuvent se le permettre. Alors ils prendront tout cet argent, ils le cacheront, ils le mettront dans ce que tu veux, de l'or, peu importe. Ils investiront dans d'autres pays, et bien sûr, ils prendront aussi ton argent à la banque. Puis ils sauteront dans un avion, traverseront la mer, et tout ira bien pour eux. Qu'est-ce que vous pensez de tous les autres? Non, pas seulement des 160 millions, mais de nous tous, la grande majorité. En fait, tout le monde, sauf ce minuscule 0,00001%. Nous, on est coincés ici. On ne peut pas juste monter dans un avion, partir quelque part et recommencer une nouvelle vie, parce qu'on n'a pas ces moyens-là. C'est l'un des aspects du problème. Ce n'est pas tout, bien sûr. La guerre n'explique pas tout ça. Mais c'en est une manifestation. Ces ultra-riches, évidemment, ils abusent de leur position. Cette élite super fortunée exploite les Américains partout, littéralement partout. Peu importe où vous regardez, ils sont là, en train de profiter du système. Et bien sûr, ils possèdent les assemblées législatives, la Chambre, le Sénat, la Maison-Blanche, parce que ce sont les seuls à avoir assez d'argent pour s'assurer que les candidats qu'ils veulent soient élus. Et petite info pour vous, ils s'en fichent complètement que ce soit des républicains ou des démocrates. Franchement, ils s'en fichent complètement. Ils les possèdent tous. Et ils pourraient très bien dire, si vous voulez, ou si toi tu veux, t'intéresser à d'autres sujets, à ces questions émotionnelles qui alimentent beaucoup d'antipathie chez les électeurs, comme les droits LGBTQ, l'avortement, le contrôle des frontières ou l'immigration. Tous ces sujets captent toute l'attention des réseaux sociaux, des grands médias. Tout le monde se concentre là-dessus. Mais personne ne regarde ce que je viens de vous montrer. Les riches sont en train de vous sortir du jeu. Ils exploitent tout. Et en plus, ils accumulent une dette énorme. Parce que regardez, vous avez peut-être vu que le président Trump essaye de faire adopter un budget de la défense d'1,5 billion de dollars, alors que l'actuel est déjà d'1 billion. C'est tout simplement colossal. Et il va augmenter ça à 1,5. Il a dit il y a une semaine ou deux qu'il voulait carrément le doubler. Mais d'après vous, cet argent, il vient d'où? Et bien sûr, il lance toutes ces guerres qui se déroulent un peu partout. On nous répète sans arrêt, menace, menace, menace. Tout est fait pour vous faire peur, pour vous dire que les menaces viennent de partout. Alors qu'en réalité, beaucoup de ces menaces existent à cause des guerres qu'on mène et qu'on soutient. Tout ça nous fait du tort. Et eux là-haut,
ils en profitent. C'est un fait, mes amis. Et maintenant qu'il veut monter à 1 virgule, cet argent, il va venir d'où? Je vais vous le dire. Moi, d'où il vient. Le graphique que je vous ai montré tout à l'heure sur la dette nationale montre que 42% aujourd'hui de tout votre argent des impôts ne va même pas à la guerre. Il sert à payer les intérêts de la dette, cette dette qu'on a créée justement pour agrandir la guerre. Et donc maintenant, quand il veut augmenter ça de 500 milliards de dollars, il n'y a pas d'autre base fiscale pour trouver cet argent, mes amis. Il n'y a qu'un seul endroit d'où il peut venir, la planche à billets. Le Trésor va tout simplement le créer à partir de rien, ce qui va encore alourdir la dette nationale et donc les intérêts de cette dette. Et sur le terrain, les guerres elles-mêmes provoquent déjà des problèmes bien réels pour nous. Et puis la dette, évidemment, crée un autre problème pour tout le pays. On n'a plus d'argent pour s'occuper de notre population. On n'a plus d'argent pour réparer les ponts, les routes, pour renforcer les infrastructures du pays, pour nous faire entrer dans l'ère moderne. On recule partout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une guerre. Je devrais peut-être renommer ça. C'est peut-être une guerre contre le peuple américain. Le combat se déroule sur le terrain, en Iran. Nous, on soutient ce combat en Europe, en Ukraine. Mais ça, c'est juste là où les choses deviennent concrètes. En réalité, la vraie bataille, elle est contre vous. Elle est contre le peuple américain. On nous ment et les mensonges sont devenus complètement délirants. Les preuves matérielles crient qu'ils mentent. Et pourtant, comme c'est toujours le cas, personne ne les confronte jamais. Mais vous devez comprendre pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour parler des détails de la guerre, de qui a été touché par tel ou tel missile. Non, c'est pour que vous voyiez le tableau d'ensemble. Nous sommes exploités, la grande majorité du pays. Et encore une fois, ils s'en fichent que vous soyez républicain ou démocrate. Ils s'en fichent que vous soyez noir, blanc ou hispanique. Tout ça, ça ne les intéresse pas. Ils se moquent de nous tous. Nous sommes tous traités avec mépris. Et ça va rester comme ça, tant qu'on ne se lèvera pas enfin pour dire qu'on en a assez et qu'on ne commencera pas à agir sur le plan politique en mobilisant notre immense nombre. Parce que, oui, on a encore un avantage sur ces gens-là. J'en reparlerai une autre fois. L'autre possibilité, c'est que le système, cette espèce de pyramide financière, devienne tellement déséquilibré qu'il s'effondre sur nous tous. La dette ne peut pas tenir. Il n'y a pas assez de pétrole pour faire tourner l'industrie. Les prix montent tellement. Le diesel, l'essence, le kérosène, les engrais. Tout devient si cher qu'on ne peut plus rien se permettre. Et là, on plonge dans une dépression. Ça aussi, ça pourrait provoquer le changement. Parce que ce genre de bouleversement, souvent, n'arrive pas sans violence. Et moi, je suis à 100% pour que ça reste non violent. Pas 1% pour autre chose. Et la seule façon d'éviter ce scénario catastrophique à l'avenir, c'est d'engager dès maintenant des actions en justice et de commencer à faire entendre nos voix auprès de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui pour leur dire qu'ils n'y échapperont pas. S'ils continuent sur cette voie, s'ils ne font pas ce qu'il faut, s'ils continuent à encourager ces guerres, cette dette, sans rien faire pour nous aider, alors ils seront remplacés et tôt ou tard, on se lèvera. Ça peut sembler un peu utopique, mais je vous le dis clairement, ce sera l'un ou l'autre. Soit on trouve le moyen de se mobiliser maintenant, tant qu'on le peut, de façon légale et non violente. Soit d'autres forces prendront le dessus quand la douleur commencera à frapper et que tout s'effondrera. Et même ces gens-là ne pourront plus rien fabriquer. On ne peut pas imprimer de l'argent pour sortir de ces problèmes. Ce jour-là va arriver. Parce que les gens qui sont au sommet en ce moment, ils ne sont même pas intelligents là-dedans. Ils fonctionnent juste en pilote automatique, comme si tout marchait encore comme avant. Mais en réalité, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font.
Ils ne sont même pas capables de gérer une crise. Et ça, c'est sûr que ça va arriver. Merci à vous. On se retrouve plus tard dans le Daniel Davis Deep Dive. S'il se passe quelque chose pendant le week-end ou d'ici la fin de dimanche, on vous en parlera bien sûr. Sinon, on se retrouve lundi matin dans le Daniel Davis Deep Dive. À très vite. Vous savez qu'on n'a pas de sponsor parce qu'on déteste vous bombarder de pubs. Moi, je n'aime pas ça. Alors, montrez un peu de soutien. Abonnez-vous, mettez un like et partagez ça avec quelqu'un à qui vous tenez. Like, and send this to somebody you care about.